Alors, formellement, si on a un var p à n variables, on va l'écrire comme suit. En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait au-dessus, si ce n'est que là, il y a les trois petits points qui se sont ajoutés, ce qui veut dire que l'on va avoir n-2 équations entre celle-là et celle-ci. Ok, par ailleurs, on a ajouté euh, une somme par équation en plus. Ok, donc on va avoir n sommes par équation. Donc c'est pour cette raison que plus votre retard, votre P est important, plus votre nombre de variables est important, plus vous aurez de paramètres à estimer. Ça, c'est ce qu'on va appeler par la suite la forme canonique du var non centré. Ok, en général, la forme canonique, on la présente centrée. Je vous dis ça surtout pour si jamais vous voulez aller regarder dans la documentation ou dans les livres. En général, on vous présente la forme canonique du var centré, donc c'est-à-dire sans la constante. Ok, donc bon, là on détaille un petit peu le contenu de chacune des matrices qui sont présentes ici. Je ne m'attarde pas là-dessus normalement, enfin je considère que vous savez lire tout ça. Ok, donc ce qu'on va chercher à estimer, c'est cette matrice de coefficients de coefficient B. Alors quelques petites définitions et propriétés. Il y a deux choses à savoir et qui sont assez importantes quand on s'intéresse à un var. Donc, ce que je disais un petit peu avant, les séries doivent être stationnaires. C'est une condition absolument essentielle pour pouvoir mener un var. Si vous n'avez pas testé la stationnarité de vos séries, pardon, votre var ne peut pas tenir. Ok, il faut passer par un test de stationnarité pour s'assurer que les variables sont bien I0 pour pouvoir mener un var. Si les séries ne sont pas stationnaires, qui peut arriver, on va tester l'existence de cointégration dans la relation entre vos séries. Ça, c'est la procédure habituelle. Si jamais il y en a parmi vous qui, dans leur projet, ont décidé de mener un var qui sera plus que bivarié, j'accepterai que vous ne passiez pas par le test de cointégration. Pourquoi? Parce qu'on va s'intéresser à la cointégration la semaine prochaine, mais de façon bivariée. Ok, on n'aura pas le temps de voir la cointégration multivariée. Toujours la même chose, ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent mener un test de cointégration multivariée, libre à vous. Éventuellement, je vous parlerai des références à aller voir si jamais ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, si vous êtes dans un var bivarié, ce qui sera le cas des applications enfin en tout cas de la première application qu'on va voir et des illustrations qu'on va avoir dans ce cours, dans cette partie du cours. Si vous êtes dans un var bivarié, on va tester la cointégration entre les variables pour s'assurer qu'elles ne sont pas cointégrées. Si effectivement elles ne sont pas cointégrées et qu'elles ne sont pas stationnaires, alors on va pouvoir stationnariser les séries pour appliquer le modèle var. D'accord? Si elles sont intégrées, dans ce cas-là, il faut passer, on verra ça la semaine prochaine, sur un modèle à correction d'erreur. Par ailleurs, donc on a dit le var, c'est une généralisation du processus autorégressif. Et dans le processus autorégressif, en général, on va déterminer le nombre de retards optimal en ayant recours aux fonctions d'autocorrélation partielle. Alors les fonctions d'autocorrélation partielle, c'est quelque chose qui est calculable pour les var, mais qui est franchement complexe à calculer. Et du coup, ce qu'on va faire en pratique, c'est que on va estimer plusieurs modèles var avec plusieurs retards possibles, et on va sélectionner le modèle qui minimise les critères d'information. Donc ça, vous commencez à les connaître. Il y a AIC, BIC, SIC, Queen, FPE. Ok. Donc voilà, donc c'est le premier test de spécification dont je vais parler. Juste, donc là, j'attaque une section. Ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les différents tests de spécification, c'est-à-dire les différentes procédures à mener quand on veut faire un var avant de le mettre en place. Donc nous, il y en aura trois principales. D'abord, vérifier la stationnarité des séries. Si elles ne sont pas stationnaires, on regarde la cointégration, ok. Ensuite, on va regarder le nombre de retards et ensuite on regardera la causalité qu'il y a entre les variables. Donc le nombre de retards, c'est ce que je disais à l'instant. On va se baser sur les critères d'information, AIC, SIC, j'ai oublié BIC, Queen et FPE, Final Prediction Error. C'est un critère qui a été mis en place par AKK. Et donc là, voilà ce que je disais, hein, l'idée c'est de faire tourner plusieurs modèles avec différents ordres de retard et on retient ceux qui minimisent les critères d'information.
juste à noter qu'en fonction des critères d'information que vous allez favoriser différents types d'estimateurs. Typiquement, donc ça c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est dans le bouquin de Sandrine Lardic et Valérie Mignon, euh, qui doit être dans les références du cours, je sais pas si je l'ai. Donc, économétrie des séries temporelles macroéconomiques et financières, qui est très bien fait, et donc d'ailleurs ce cours est très franchement inspiré de notamment ce livre. Les critères SIC et HQ favorisent notamment un estimateur convergent de P, alors que le critère AIC va favoriser plutôt un estimateur efficace de P, c'est-à-dire sans biais de variance faible. Voilà. Ok. Note 2, on peut également avoir recours au test du rapport de variance de maximum de vraisemblance pour acter le nombre de retards choisis. Donc là, en gros, l'idée c'est que on a sélectionné un nombre de retards, on estime le modèle avec un retard supérieur au P qu'on aura choisi, donc P plus 1, et on va regarder la significativité du paramètre, enfin, des paramètres associés au P plus 1, P plus unième retard. L'idée étant que si le bon modèle, c'est le modèle de le var P, alors les paramètres associés au P plus unième retard seront non significatifs. Ok. Alors, comment on met ça en place? En fait, on va passer par une estimation du modèle, et en interne, le logiciel va lui-même estimer plusieurs modèles et sélectionner le retard le plus optimal, ce qui minimise les critères d'information. Et donc ici, qu'est-ce que je fais? J'ai réuni mes variables. Donc mes variables initialement x1 et x2, ce sont. Je vais peut-être faire tourner les cellules. Ouais, c'est ça. Tac. Voilà. Comment initialement, donc mes x1 et x2 sont des listes, d'accord? Dans mon cas présent, si c'est des data frames, il faudra faire attention, il ne faudra pas forcément copier-coller ce truc-là. Là, donc, je les transpose pour que je me retrouve avec une matrice à 2 colonnes et 1000 lignes du coup. Je spécifie mon modèle qui va donc être un var, donc ça c'est la fonction que j'ai importée de statsModel au début. Là c'est ce que j'appelle cette fonction là. Ok. Tac. Et ici, bah, c'est comme pour les MCO, en fait je vais fitter mon modèle var avec un certain nombre d'options, de paramètres dans ma fonction fit. Notamment le critère d'information sur lequel je veux me baser pour retenir mon meilleur nombre, enfin mon nombre optimal de retard. Ici j'ai mis BIC parce qu'à la base j'avais 4 sur BIC et que je sais par construction de mes variables que c'est 4 qu'il faut que je retienne. Il se trouve que ici j'ai pas assez d'observations, 1000 visiblement c'est pas suffisant pour que le modèle var arrive à capter un nombre optimal de retard égal à 4. Il en repère 5. Il en repère 5 d'ailleurs avec tous les critères d'information. Donc c'est-à-dire que là, il repère une forte dépendance, même au 5e retard. Ok, donc voilà, donc c'est comme ça qu'on fait pour aller chercher le retard qu'on va retenir. Ici, c'est une autre manière de le faire. On utilise la fonction selectOrder qui est associée aux variables de type var de statsModel. Et donc là, on peut lui spécifier un retard maximum. C'est-à-dire qu'il va calculer tous les critères d'information des modèles avec, avec des retards de 0 à 12. Et donc, il va mettre une étoile sur les critères qui sont les critères minimaux par rapport à chacune des colonnes. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Alors faites attention si vous utilisez ça notamment, si vous avez des modèles un peu lourds, c'est-à-dire par exemple 3 variables, là plus vous augmentez votre nombre de retards, plus ça va demander du calcul, hein. Donc en fonction de votre machine, etc. Peut-être que cette manière de faire est la meilleure. Voilà.
Donc ça, c'est pour la sélection du nombre de retard. Ensuite, on va regarder une chose qui est assez importante, qui est la question de la causalité. Effectivement, quand on modélise un var, bah, on fait l'hypothèse qu'il y a un lien entre x1 et ses valeurs passées. Ça, pourquoi pas? Si on n'est pas sur des marchés aléatoires, normalement, ça devrait quand même aller. Mais on fait aussi l'hypothèse que les variables dépendent du passé des autres variables endogènes du système. Chaque variable endogène se retrouve également comme variable exogène des autres. Okay, le passé de chacune des endogènes se retrouve comme explicative du présent des autres. Bon, c'est un peu compliqué, j'espère que c'est clair. Et donc, c'est une hypothèse qui peut être assez forte pour essayer de venir justifier cette spécification. On va pouvoir mettre en place des tests de causalité. Et notamment, on va s'intéresser aux tests de causalité au sens de Granger. Alors, ça c'est peut-être une phrase que vous avez déjà entendue si on vous a parlé du test de Granger. On va dire que x cause y si l'erreur de prévision de y est moindre lorsque l'on connaît conjointement le passé de y et x que lorsque l'on connaît que le passé de y. C'est-à-dire que si je connais que le passé de y, mon erreur de prévision de y sera moins bonne, sera plus élevée que si je connais à la fois le passé de y, mais aussi celui de x. Formellement, ça peut s'écrire comme ça. Donc là, juste la petite notation, c'est que quand on met une barre en dessous, ça veut dire que c'est tout le passé de la variable, jusqu'à t-1. Ok, et donc l'idée ici, c'est que la variance de l'erreur, associée au vecteur y, là c'est le vecteur des variables auxquelles on s'intéresse, il n'y a pas causalité lorsque... ouais, je me suis un peu planté dans les notations, mais là en gros, faut comprendre que ici il y a y, il y a x1 et x2 en fait dedans. Ok, donc x1 ne cause pas x2 si... Ah oui, non, pardon, non c'est bon, excusez-moi, je reprends. Il n'y aura pas de causalité de x vers y si la variance de l'erreur de y, sachant le passé de y et de x, est égale à la variance de l'erreur de y quand on ne connaît que le passé de y. Ok. Voilà, et ça paraît assez logique en fait quand on lit ça, c'est assez équivalent. Et on va se baser là-dessus justement pour tester la causalité. Donc voilà, en fait on va se baser sur cette expression pour établir la statistique de test qui suit 1 qui 2. Et on a une règle de décision. Voilà à quoi ça sert. Donc il peut être intéressant d'étudier la causalité pour justifier le recours à un modèle var. En effet, une hypothèse sous-jacente de cette spécification est que les variables s'entre-déterminent. Par conséquent, dans un modèle bivarié var P, par exemple, parce qu'on peut être trivarié, etc., on pourra regarder la causalité dans les deux sens, de x1 vers x2 et vice-versa, pour appuyer la pertinence de ce modèle. En gros, il faut que vous ayez au moins une des variables qui cause l'autre. Et dans ce cas-là, ça justifiera le modèle. Pourquoi au moins une? Pourquoi pas les deux? Parce que, disons que si x2 cause x1, alors a priori j'aurai des coefficients significatifs dans cette somme-là. Mais mettons que x1 ne cause pas x2. C'est pas très grave. Normalement, si c'est le cas, le modèle trouvera des paramètres très proches de 0 ici. Et ou non significatifs. Voilà. Donc pour mener un test de causalité à la Granger, c'est pratique parce qu'on a une fonction dans Stats Model qui permet de le faire. Alors juste, je vais pas commenter un truc ici. Verbose, c'est pour afficher ces résultats-là. Ça, c'est pour avoir c'est pour le critère d'information qu'on retient. Ici, en paramètre de la fonction Granger, je vais avoir les données, le nombre maximum de lag que je veux incorporer dans le modèle, jusqu'à combien de lag je regarde la causalité entre les deux variables, et est-ce que j'incorpore une constante dans le modèle. Donc là j'ai mis true, parce qu'en réalité, même si la constante est nulle, elle doit être estimée proche de 0.
comment, juste oui, petite chose importante, lorsque l'on écrit euh, la fonction comme ça, là je vais regarder la causalité de x2 vers x1, c'est-à-dire est-ce que x2 cause x1. Ok, donc si je veux regarder la causalité dans les deux sens, il faudra que je recommence en mettant cette fois-ci x2 en premier, x1 en deuxième. Et là, ce qu'on va regarder, le test que je vous ai présenté, c'est celui-là. Et donc, on a une p-valeur qui, pour le coup, pour une fois, est interprétable. Et ici, on a donc un test qui tend à nous montrer qu'il existe une relation causale de x2 vers x1, quel que soit le retard qu'on prend en compte. Ok, et c'est la même chose pour x1. Et en fait, c'est assez logique, hein, parce que j'ai construit mes séries x2 et x1 pour que elles se causent l'une l'autre. Juste la petite subtilité ici, je vous montre maintenant, comme ça on garde dans un coin de la tête. Donc là, comme je le disais, ça c'est le paramètre qui est associé à xt-1. D'accord? Ça c'est le paramètre qui est associé à xt-2, xt-3, xt-4 pour la variable x1 dans la première équation, donc c'est-à-dire dans cette équation. Ok, et là, j'ai les paramètres associés à x2t-1, x2t-2, x2t-3, x2t-4. Là, ce que j'ai fait, et c'est exprès, hein, c'est que j'ai donné un poids assez important au retard de x2 dans l'équation de x1. C'est-à-dire que x2, normalement, on devrait trouver elle est déjà fortement, elle cause fortement x1, mais en plus de ça, on va voir après dans les impacts que normalement l'impact de x2 devrait être supérieur à l'impact de x1 sur x2, puisque le coefficient associé à x1 dans l'équation de x2, c'est celui-là, c'est 0,7. Donc là, j'ai pris volontairement des paramètres qui sont assez, assez éloignés. Ok. Donc voilà pour la causalité. Ouais. Mais bon, on remarque quand même que donc, x1 cause x2. Il y a une dernière chose qu'on peut étudier quand on fait des VAR, c'est l'exogénéité. Mais c'est quelque chose qui est assez complexe. Donc, pareil, s'il y en a qui veulent s'intéresser à cette problématique dans leur VAR, vous pouvez. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Je vous donne là l'idée générale. Après, à vous de creuser si ça vous intéresse. Déjà, jusque-là, en s'intéressant à la causalité, en ayant le bon nombre de retard, etc., normalement, on devrait pouvoir faire quelque chose de relativement propre. Alors, on fait un petit point avant de passer à la suite. Donc, pour faire un VAR, les séries doivent être stationnaires. Ça, c'est essentiel. On doit donc tester la stationnarité des séries. Si les séries ne sont pas stationnaires, on regarde la cointégration. C'est-à-dire, en gros, la cointégration, je spoil un peu par rapport à la semaine prochaine, mais la cointégration, c'est est-ce que les variables suivent linéairement l'une l'autre une tendance. Est-ce que les deux sont linéaires par rapport à une tendance de long terme? Voilà. Et si les séries ne sont pas cointégrées, parce que si elles sont cointégrées, on va sur un modèle correction d'erreur. Si elles ne sont pas cointégrées, on stationnarise les séries et on passe sur un VAR. On doit également déterminer l'ordre du VAR à partir des critères d'information. Et pour justifier le recours au VAR, on va implémenter des tests de causalité. Il faut, du coup, comme je disais tout à l'heure, qu'au moins une des variables cause l'autre. On verra que les tests de causalité vont nous servir pour la suite des événements. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à estimer le VAR et surtout à l'interpréter. Donc c'est l'objet de la deuxième partie de ce cours.